Ce dernier enregistrement vidéo et je reviens à la question qui va vraisemblablement nous occuper jusqu'à la fin du cours, avec une petite parenthèse lundi prochain où en première heure, très vraisemblablement, je vous ferai des commentaires sur vos dissertations, mais bon, je ne les fais pas. Je pourrais les faire maintenant parce que je suppose que je ne vais pas encore en recevoir en retard, mais comme ça fait déjà 3 4 jours que j'ai fini de les lire, ça commence heureusement à s'effacer dans mon esprit. Je dis heureusement parce que comme ça, je vais pouvoir les relire une deuxième fois ce week-end d'un œil neuf. Et je pourrai donc vous les commenter lundi. Donc en première heure, très vraisemblablement lundi, je reviendrai sur les dissertations. Sinon, on continuera vraisemblablement comme maintenant, comme la dernière fois, sur la question de qu'est-ce que suivre une règle. Et je vous avais donc lu, et puis j'avais un peu bavardé à partir de l'alinéa 199 des recherches philosophiques. Je saute le, euh, je saute l'alinéa 200 qui pose une question, bon, qui n'est pas inintéressante, mais qui ne me paraît pas pertinente pour ce que je suis en train d'essayer de développer maintenant, à savoir donc le caractère social de la règle, l'idée que à la fois la règle s'impose à nous et qu'elle ne s'impose pas à nous. Elle ne s'impose pas à nous dans une vision absolutiste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une règle transcendante à laquelle il convient de se conformer, mais elle s'impose à nous néanmoins, en ce sens que dans une société donnée, il n'y a généralement pas d'ambiguïté sur la bonne façon de suivre une règle. Et je reviendrai sur ce en général, même si je me rends compte que en fait, je n'ai pas noté beaucoup de passages pour là-dessus. Ça sera plutôt des interprétations à partir de ce qu'il dit dans l'interruption du suivi de la règle chez l'écolier à qui on apprend à suivre une règle mathématique. Et on généralisera, en fait, je généraliserai des mathématiques à autre chose. Je disais, la dernière fois en cours, j'avais parlé de l'alinéa 199. Je saute le 200 et j'en viens au 201 qui d'ailleurs récapitule un peu et me permet de revenir, d'insister sur ce que j'ai dit. Notre paradoxe était celui-ci. D'une certaine façon, la Wittgenstein assume les deux positions opposées qu'il a présentées, puisqu'il y a justement un paradoxe. Il y a un paradoxe dans la mesure où on peut dire une chose et on peut dire aussi le contraire. Ce n'est pas l'un dit, l'autre dit, c'est moi, je vois qu'on peut dire, mais qu'on peut dire aussi. Notre paradoxe était celui-ci. Une règle ne pourrait déterminer aucune manière d'agir,
étant donné que toute manière d'agir peut être mise en accord avec la règle. Donc ça, c'est ce que je vous disais, pas de transcendance de la règle, quoi que l'on dise, et c'était ce que disait l'un de ses interlocuteurs, alinéa 198, le début, quoi que je fasse, cela est néanmoins conciliable avec la règle selon une certaine interprétation, et ici, toute manière d'agir peut être mise en accord avec la règle. Quelle que soit la règle, on pourrait, il faudrait que j'ai un tableau, mais vous ne perdez rien à ce que je n'en ai pas ici, parce qu'en fait, je vous écrirai des formules mathématiques au tableau et je vous ennuierai encore bien plus que je ne le fais, que je vous montre comment un mathématicien, quand on lui donne le début de la suite, par exemple 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, ce début pour lequel vous pensez qu'il n'y a absolument aucune difficulté, ben bien sûr que ça va continuer comme étant 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, et ainsi de suite indéfiniment. Donc un mathématicien peut très bien calculer une fonction, mais une fonction relativement simple, polynomiale, mais c'est un terme qui ne dit pas grand-chose à la plupart d'entre vous, et vous gagnez vraiment à ce que je fasse le cours chez moi, parce que comme ça, je ne vais pas essayer de vous expliquer au tableau ce qu'est un polynôme, ce qui ne sert à rien pour la compréhension de Wittgenstein ici. Toujours est-il que donc vous donnez à un mathématicien autant de 2 que vous voulez, et il peut toujours vous calculer autant, mais un nombre fini, je précise, il peut toujours vous calculer une fonction qui commence par prendre toutes ces valeurs 2, donc disons les 10 valeurs 2 que vous lui avez données, et qui à la 11e valeur va valoir, ben, ne disons pas 2 puisque c'est ce qu'on attend, mais peut valoir absolument n'importe quoi. Pi, racine de 2, on a le choix, quel que soit le début de la suite, on peut toujours, on peut toujours calculer un terme suivant différents. Donc c'est une façon de comprendre. Toute manière d'agir peut être mise en accord avec la règle. La règle étant donnée de manière implicite, toute manière d'agir peut être mise en accord avec la règle pour la poursuite de la règle. Il en découle aussi d'ailleurs. Bon, c'est un point, en fait j'y viens maintenant, j'avais prévu d'en parler un peu après, c'est celui pour lequel je me rends compte que finalement ce n'est pas très documenté chez Wittgenstein, ou alors je l'ai mal relu, mais c'est une question d'interprétation qui me semble correcte, et qui d'ailleurs peut se référer là pour le coup à certains développements de Bouveresse dans son livre sur les mathématiques de Wittgenstein, le pays des possibles. Donc je disais, on a là cette idée que une règle est fondamentalement toujours indéterminée, et je disais là c'est dans l'exemple où la règle est donnée de manière implicite, les premiers termes de la suite. C'est vrai qu'en tant que j'ai fait autrefois des mathématiques, ça m'est beaucoup plus difficile d'imaginer quand vous me donnez une suite du type un plus 1 égale 2 un plus 3, c'est à peu près, je pense, ce que j'avais écrit au tableau pendant le cours, mais peu importe, j'ai du mal à imaginer que là, on puisse appliquer cette règle qui me semble vraiment
impérative d'une autre façon que de la façon dont je l'appliquerai moi. Donc là, il y a vraiment un passage où ma compréhension ne me permet un passage que ma compréhension ne me permet pas de franchir. J'ai beau être intellectuellement à la réflexion convaincu que Wittgenstein a raison, toute manière d'agir peut être mise en accord avec la règle. Je n'arrive pas à comprendre comment un élève à qui on donnerait cette règle en cours de maths, UN plus 1 égale 2 UN plus 3, je crois que c'est ce que j'ai dit, mais peu importe, pourrait l'appliquer d'une autre façon que celle dont je l'applique moi. Et pourtant, c'est bien ce que nous dit Wittgenstein. Toute manière d'agir peut être mise en accord avec la règle. C'est-à-dire que la règle, quelle qu'elle soit, d'ailleurs, une remarque, j'avais insisté assez souvent sur le fait qu'il parlait de manière plus prudente que moi, qui est habituellement tendance à vouloir généraliser, et que il prenait soin toujours d'écrire en général, dans la plupart des cas. Ici, il ne le fait pas. Il est vrai qu'il ne le fait pas pour montrer que, d'une certaine façon, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce qu'il est en train de dire ici, que ce soit un côté comme l'autre, et donc aussi dans ce que je suis en train de dire ici. Ce qui ne va pas, c'est qu'en fait, dans tous les cas, j'ai beau dire qu'il n'y a pas de règle transcendante, justement, quand je vous dis que UN plus 1 égale 2 UN plus 3, je ne vois pas comment on peut l'appliquer différemment de la manière dont je l'applique moi. Je n'arrive pas néanmoins à m'empêcher de l'idée que la règle s'impose à moi dans l'absolu. Et le à moi est de trop, parce que je n'arrive pas à m'imaginer que la règle s'impose dans l'absolu. Et précisément, c'est ce que nous dit Wittgenstein. La règle ne s'impose pas dans l'absolu. Toute manière d'agir peut être mise en accord avec la règle. Il y a une sous-détermination des pratiques par la règle, pour employer un terme savant de philosophie des sciences que n'emploie pas Wittgenstein. Quoi que l'on fasse, on peut considérer, on peut trouver des arguments pour dire, mais si c'est en accord avec la règle. D'ailleurs, je me rends compte que si vous voulez faire preuve d'un peu de mauvaise foi, mais en me disant bien sûr que ce n'est pas de la mauvaise foi, si ce n'est que heureusement Wittgenstein me permettra heureusement aussi de répondre. Quand vous me donnez, que vous me rendez un très mauvais devoir parce que vous n'avez pas suivi du tout ce que je vous ai dit qu'il fallait faire pour qu'un devoir soit bon ou à peu près bon, quand vous recopiez par exemple un paragraphe entier d'une page internet comme si c'était de vous, vous pouvez toujours invoquer ah oui, mais en fait en faisant ça, je n'ai fait que suivre la règle que vous avez indiquée, puisque toute manière d'agir peut être mise en accord avec la règle. Ceci dit, encore faut-il peut-être justement, pour que ça soit vraiment convaincant, que vous expliquiez comment votre manière d'agir peut être mise en accord avec la règle. Et puis donc toute la question, c'est que c'est vraiment dans l'absolu, et
je vais y revenir, je l'ai déjà indiqué, la position de Wittgenstein n'est pas véritablement, n'est pas du tout même une position dans l'absolu. Donc la réponse était, si tout peut être mis en accord avec la règle, alors tout peut aussi la contredire. Là, on voit, parce qu'en fait, ce n'est pas vraiment, il me semble, la réponse qu'il a donnée, mais il y a vraiment chez ce deuxième Wittgenstein des restes du premier Wittgenstein, du Wittgenstein logicien. C'est un peu aussi ce que je disais quand je vous ai dit lors du dernier cours présentiel que d'une certaine façon, le scepticisme et le relativisme, c'est la même position vue d'un point de vue différent. Si tout peut être mis en accord avec la règle, alors tout peut aussi la contredire. C'est ça. Tout peut être mis en accord avec la règle, c'est le relativisme. P et non P, faire une chose ou en faire une autre, faire le contraire, c'est un accord avec la règle. On peut dire une chose et son contraire. Mais tout peut aussi la contredire, puisque si vous me dites P, je peux vous dire non, c'est non P. Donc il y a toujours moyen à la fois d'être en accord et d'être en désaccord. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très traditionnel en logique. Bon, pas l'approche de la logique que je vous donnerai au deuxième semestre, plutôt une logique plus syntaxique que j'aborderai très rapidement, je pense, je ne sais pas trop quand, une logique qui se construit à partir d'axiomes et de règles de déduction. Dans la plupart des systèmes logiques traditionnels, on arrive à montrer que dès lors qu'il y a une contradiction, toutes les propositions sont vraies. C'est-à-dire que P, une proposition et la négation de cette proposition sont vraies en même temps. Donc on est bien dans une situation où à la fois tout peut être mis en accord avec la règle, P et non P sont vrais, mais tout peut aussi la contredire, P est vrai, ah oui mais non P est vrai aussi. Et de ce fait, il n'y aurait donc ni accord, ni contradiction. Donc ça, c'est finalement la position absolutiste. Et c'est la position absolutiste qui nous conduit à une contradiction si on essaie d'être un peu réaliste, pas au sens du réalisme philosophique abstrait, mais si on essaie de regarder comment les choses se passent dans la réalité. Dans la réalité, on voit bien, même si j'ai du mal à me l'imaginer pour certaines règles mathématiques, que toute manière d'agir peut être mise en accord avec la règle, et donc aussi que tout peut contredire une règle, et donc de ce fait, il n'y a ni accord ni contradiction. Donc l'idée de la règle transcendante nous conduit en fait à cette situation intenable, dans laquelle il n'y a en fait ni accord ni contradiction. Tout est application de la règle et rien n'est application de la règle en même temps. Ceux que ne sont pas prêts à reconnaître les tenants absolutistes de la règle, qui n'en démordent pas, leur vision de la règle est la seule bonne, et la seule bonne dans l'absolu. J'insiste bien sur ce dans l'absolu parce que c'est là que que se joue, me semble-t-il, toute la discussion de Wittgenstein. Il n'y a pas de règles dans l'absolu. Il n'y a de règles que dans un contexte, il n'y a de règles que dans une pratique, il n'y a de règles que dans une application, donc que dans des circonstances pratiques, que dans des circonstances d'application de la règle, c'est-à-dire, mais là j'interprète peut-être, il n'y a de règles que en société. La suite, le 202, me permettra d'argumenter un peu plus là-dessus,
pour l'instant, j'en suis au 201. Qu'il y ait là une méprise, donc dans cette position absolutiste, est montré par le simple fait que dans cette argumentation, nous alignons interprétation sur interprétation, comme si chacune nous apaisait du moins un moment, jusqu'à ce que nous en envisagions une autre qui se trouve derrière la précédente. C'est-à-dire que c'est-à-dire que je cherche comment le dire, il faut vraiment se passer se placer dans la position du maître qui montre à l'élève comment appliquer la règle. Donc l'élève semble peut-être bien l'appliquer à un moment et et brusquement il se met à mal l'appliquer. Alors là, vous avez deux positions du maître. Il y a le mauvais maître qui a été Wittgenstein, qui dit mais cet élève est idiot, il n'y comprend rien. Il y a le bon maître, mais qui d'une certaine façon pour Wittgenstein se trompe encore, mais qui essaie de récupérer l'élève en lui disant non, là tu interprètes mal la règle, et il lui explique pourquoi dans ce cas-là, alors que l'élève croyait faire la même chose, il ne fait pas ce qui pour le maître est la même chose. Donc le maître explicite à l'élève une interprétation de la règle. Et l'élève va continuer maintenant à mieux suivre cette règle jusqu'à ce qu'à un certain moment, peut-être à nouveau, il se trompe complètement du point de vue du maître qui dans ce cas va à nouveau pouvoir lui dire ah non mais là toujours le cas du maître compréhensif qui essaie de voir pourquoi l'élève s'est trompé au lieu de considérer simplement qu'il s'est trompé parce qu'il est idiot. Là, ça ne marche pas parce que tu as compris la règle comme ça, tu as interprété la règle comme ça, mais en fait ton interprétation n'est pas la bonne, voilà ce qu'il faut faire. Mais en fait en disant ça, il oppose son interprétation comme la bonne à l'interprétation de l'élève. Donc comme si chaque interprétation nous apaisait du moins un moment, jusqu'à ce que nous en envisagions une autre qui se trouve derrière la précédente. Ainsi montrons-nous qu'il y a une appréhension de la règle qui n'est pas une interprétation, mais qui se manifeste dans ce que nous appelons suivre la règle et l'enfreindre selon les cas de son application. Donc là, on n'est pas dans l'aspect, on n'est pas tant dans l'aspect social du suivi de la règle que dans l'aspect pratique. Comprendre une règle, ce n'est pas interpréter la règle. Comprendre une règle, appréhender une règle, ce n'est pas interpréter la règle, ce n'est pas quelque chose qui est du niveau du discours. Comprendre une règle, c'est quelque chose qui est du niveau de la pratique, quelque chose qui se manifeste dans ce que nous appelons suivre la règle et l'enfreindre selon les cas de son application. C'est donc qu'il y a un penchant à dire toute action qui procède selon la règle est une interprétation, mais Wittgenstein s'oppose à ce que l'on parle d'interprétation de la règle. Nous ne devrions appeler interprétation que la substitution d'une expression de la règle à une autre. Une interprétation de la règle, c'est un discours sur la règle. Mais ce qui compte pour une règle, ce n'est pas
le discours que l'on tient sur elle, c'est la façon dont on la met en pratique. Et c'est d'ailleurs ainsi que commence le 202 dont je vous disais que j'allais tirer des conséquences plus sociales, mais c'est la fin du 202, même si le 202 est très court. Remarquez, attendez, je vérifie dans mes notes que je n'ai pas coupé parce que ça m'arrive un passage du 202. Non, là dans mes notes, je l'ai vraiment noté à l'entier. Donc le 202 commence comme ça. C'est donc suivre la règle est une pratique. Donc déjà, on a d'une certaine façon l'énigme est résolue. C'est-à-dire qu'il n'y a plus ce caractère supérieur de la règle. Alors certes, il n'y a pas encore, comme je l'ai annoncé, le caractère social, mais la règle n'est pas quelque chose qui est au-dessus de nous et qui s'imposerait à nous. Parce que dans ce cas-là, suivre la règle, ça serait effectivement une question de compréhension, de bonne interprétation de cette règle qui est supérieure. Ça ne serait pas une pratique. Or, justement, suivre la règle est une pratique. Suivre la règle, c'est se comporter de la façon dont on se comporte, dont on doit se comporter quand on suit la règle. Croire que l'on suit la règle n'est pas la suivre. C'est-à-dire que l'élève qui croit qu'il suit la règle ne la suit pas. Mais il ne la suit pas. Pourquoi? Enfin, il peut la suivre dans certains cas, mais justement, quand est-ce qu'il ne la suit pas? Quand le regard du maître, ou plus exactement, quand le discours du maître lui dit non, là, tu ne suis pas la règle. Donc, suivre la règle, c'est une pratique, mais c'est une pratique dont le côté de bonne pratique doit être attesté par les autres, doit être attesté par autrui. C'est cela qui nous permet de dire que croire que l'on suit la règle n'est pas la suivre. Et d'ailleurs, Wittgenstein insiste ensuite là-dessus. C'est donc aussi qu'on ne peut pas suivre la règle privatime. Je vais regarder, je suppose qu'en allemand, il y a aussi ce même terme latin, privatime, ce qui justifierait que nous l'ayons gardé en français. Oui, c'est ça, privatime, avec en plus des guillemets que nous avons rendus par des italiques. Suivre la règle privatime, c'est tout simplement suivre la règle en privé. Suivre une règle, c'est quelque chose que l'on ne peut pas faire en son fort antérieur. Suivre une règle, c'est quelque chose qui se manifeste de manière extérieure. Donc on ne peut pas suivre la règle privatime, on ne peut pas suivre la règle en privé, sinon croire que l'on suit la règle serait la même chose que la suivre. On a vraiment besoin de la sanction du regard des autres pour s'assurer que l'on suit la règle. C'est-à-dire que la règle n'est pas donc quelque chose de transcendant, n'est pas quelque chose qui s'impose à nous dans l'absolu, en dehors de toute société, mais de notre côté, une règle s'impose en général
à nous. C'est-à-dire que le maître qui corrige l'élève qui poursuit mal la suite a raison de corriger l'élève. Il a tort s'il lui tire trop fort les oreilles, mais il a raison de dire à l'élève, tu te trompes. Et l'élève qui répondrait au maître, non, je ne me trompe pas, je ne fais que suivre la règle avec une autre interprétation, n'aurait rien compris à ce que développe Wittgenstein. Dans une société donnée, l'interprétation, entre guillemets, j'ai tort d'employer ce terme interprétation puisque Wittgenstein dit que nous ne devrions pas appeler interprétation, nous devrions appeler interprétation que la substitution d'une expression de la règle à une autre. Ce que je veux dire, c'est que l'élève qui dit qu'il ne fait que suivre la règle a tort de dire qu'il la suit quand le maître avec l'accord éventuel des autres maîtres, confirme que l'élève ne suit pas ne suit pas la règle. Je précise avec l'accord éventuel des autres maîtres parce qu'on peut toujours imaginer le cas, ça peut arriver pour des règles d'orthographe ou des règles de grammaire assez compliquées, que le maître lui-même se trompe et qu'il ait besoin d'être corrigé par d'autres maîtres, évidemment pas par un seul maître, mais par une pluralité de maîtres qui diront non, la bonne interprétation, j'en reviens toujours à la bonne interprétation, la bonne façon de suivre la règle, c'est celle-ci et pas celle-là. C'est-à-dire que c'est là, je crois vraiment qu'on a ce poids du social qui apparaît incontournable dans cette idée exprimée par Wittgenstein qu'on ne peut pas suivre la règle en privé, sinon croire que l'on suit la règle serait la même chose que la suivre. Suivre une règle, ça renvoie toujours au contrôle des autres. Et l'exemple du maître et de l'élève, de ce point de vue, est insatisfaisant parce que c'est le contrôle d'un autre alors qu'il y a toujours le contrôle de plusieurs autres. Ce sont plusieurs personnes qui pourront déterminer si la règle est bien suivie ou ne l'est pas. Et c'est là qu'il me semble il faut faire un développement que me semble-t-il, ou est-ce que c'est que j'ai oublié de le noter, mais je ne vais pas suffisamment arriver à le retrouver comme ça, un développement que Wittgenstein n'explicite pas dans les recherches. C'est-à-dire que il y a des cas où l'accord ne va pas se faire sur ce qu'est suivre la règle. Je prends un exemple dont là je crois qu'il n'est pas chez Wittgenstein lui-même, mais dont je suis sûr qu'il est dans le livre de Bouveresse sur les mathématiques de Wittgenstein, le pays des possibles. Bouveresse prend l'exemple à partir du jeu d'échecs, qui est un exemple que Wittgenstein prend lui-même assez souvent.
Le jeu d'échecs, bon, nous y jouons maintenant d'une certaine façon, mais on sait bien, c'est comme le langage, il y a une historicité du jeu d'échecs. Les pièces des échecs ou du jeu qui est devenu le jeu d'échecs n'ont pas toujours été les pièces que nous connaissons. Les règles de déplacement des pièces ont pu évoluer au cours du temps et ainsi de suite. Et il y a donc cet exemple à partir du jeu d'échecs. Vous savez peut-être, si vous savez y jouer, que il y a cette règle au jeu d'échecs que le roi ne peut pas se placer dans une situation où il se trouve en échec, puisque le but d'un joueur, c'est justement de mettre en échec le roi adverse, et le but est d'éviter d'être mis lui-même en échec. Donc, il y a cette règle, le roi ne peut pas se mettre en échec. Vous savez aussi peut-être qu'il y a un mouvement assez spécial aux échecs, qui est le mouvement qu'on appelle le roc, où quand le roi et la tour n'ont pas bougé depuis le début du jeu, il est possible à un moment pour le joueur de faire ce qu'on appelle un roc. Le roi va se déplacer vers la tour et la tour va se retrouver de l'autre côté du roi. Suivant que le mouvement se fait vers la tour la plus éloignée du roi ou vers la tour la plus proche du roi, on parlera de grand roc et de petit roc. Maintenant, imaginons le cas, et d'ailleurs je n'ai plus du tout, parce qu'il y a très longtemps que je n'ai plus joué aux échecs, la réponse à la question que je veux poser que je vais poser dans les règles actuelles du jeu d'échecs. Supposons une situation donc où un certain nombre des pions qui habituellement protègent le roi et la tour ont disparu, et où lors du mouvement du roc, le roi va passer par, si on considère que il se déplace sur l'échiquier, pas comme je le fais comme ça, je ne sais pas si sur l'écran vous voyez mes mains, non, mes mains sont cachées, ça fait un moment que je bouge les mains pour évoquer le jeu sur l'échiquier, et que vous ne me voyez pas bouger du tout mes mains, il faudrait que je les mette par là, mais ça fait vraiment bizarre, donc tant pis, arrêtez l'enregistrement, allez chercher un jeu d'échecs, revenez avec un jeu d'échecs devant vous, et écoutez-moi. Voilà, vous pouvez reprendre l'enregistrement si vous êtes revenu avec le jeu d'échecs, ou représentez-vous que vous l'avez. Donc vous pouvez vous représenter le déplacement du roi lors du roc. En fait, ce que je fais dans mon mouvement de main, mais ça se voit mal vraiment quand je les soulève ici, c'est très important. Ça serait très important de les voir posés ou non sur mon bureau. Il y a finalement deux façons possibles de se représenter le mouvement. Ou bien le roi et la tour s'élèvent au-dessus de l'échiquier et permutent leur position en étant au-dessus de l'échiquier,
ou bien le roi se déplace d'un certain nombre de cases en direction de la tour, et quand il est arrivé là où il doit arriver lors du roc, la tour va de l'autre côté. Donc, quand vous êtes dans la position où le roi et la tour s'élèvent au-dessus de l'échiquier lors du rock, ce qui est, me semble-t-il, ce que fait le joueur qui rock, il ne va pas s'amuser à déplacer méticuleusement ces pièces case par case. Si vous êtes dans cette situation-là, même s'il y a un fou adverse qui contrôle l'une des cases qui sépare le roi de la tour, ce n'est pas un problème, ça n'empêche pas le roi et la tour de faire le roc, puisque ayant quitté l'échiquier, le roi n'est un échec à aucun moment. Si vous imaginez en revanche que le déplacement se fait le roi restant sur l'échiquier, il va passer ainsi sur une case dans laquelle il se retrouve en échec. Donc, suivant la façon dont vous imaginez que se fait le roc peut être autorisé ou interdit quand dans le mouvement, l'une des cases par lesquelles devrait passer le roi, mais où il ne passe pas vraiment, est dans une situation d'échec. Donc je le répète, je ne me souviens plus quelle est la règle parce que il y a très longtemps que je n'ai plus joué aux échecs. Mais on peut imaginer une situation. Il y a longtemps, quand les échecs n'existent pas encore depuis très longtemps, mais que du moins cette règle-là, ce type de règle-là est à peu près bien déterminé. Le roi ne peut pas se mettre en échec. La possibilité du roc est envisagée. On peut imaginer donc la question, est-ce que le roi a le droit de roquer oui ou non quand l'une des cases par lesquelles il serait censé passer, même s'il n'y passe pas vraiment, se trouve en échec. On pourrait envisager, disais-je, une situation dans laquelle le problème se présente pour la première fois. Pour la première fois depuis que les gens jouent aux échecs avec cette possibilité de rock et cette bon, le fait que le roi ne puisse pas être un échec, ça c'est vraiment constitutif des échecs. Mais le rock, ce n'est pas, me semble-t-il, une règle essentielle des échecs, même si j'ai sauté chez Wittgenstein des considérations sur le fait que ce que l'on peut appeler règle essentielle ou non essentielle n'est lui-même pas très bien déterminé. Là aussi, il faut que se fasse un consensus sur ce qui est règle essentielle et ce qui est règle non essentielle. Mais je disais donc, imaginons que la situation se présente pour la première fois. Il doit y avoir un moment où elle se présente pour la première fois. On a eu l'idée de rajouter cette règle du rock. Et puis, pour une raison quelconque, les gens se sont dit, ah oui, tiens, c'est pas mal. On va mettre cette règle dans le jeu d'échecs, la possibilité de roquer, et puis on joue aux échecs pendant un certain temps avec cette possibilité de roquer, avec de temps en temps effectivement des rocs, et un jour
pour la première fois, se présente la situation dans laquelle, au moment du roc, le roi devrait passer, s'il ne quitte pas l'échiquier, par une case sur laquelle il est un échec. Alors là, ben, on peut s'imaginer plusieurs choses. On peut s'imaginer qu'il y a une communauté unifiée de mathématiciens, c'est-à-dire de mathématiciens, de joueurs d'échecs, pardon. On peut s'imaginer qu'il y a une communauté unifiée de joueurs d'échecs. Alors dans ce cas-là, il va y avoir évidemment, je n'évoque pas la question où c'est deux parfaits inconnus qui jouent chez eux, parce que dans ce cas-là, je ne sais pas comment ça va se décider. Pour que la question prenne vraiment de l'importance, il faut qu'elle se présente dans un championnat d'échecs, dans une circonstance où tout le monde a les yeux braqués, enfin toute la communauté des joueurs d'échecs a les yeux braqués sur l'échiquier. Et on peut imaginer donc que quand le problème se présente pour la première fois, il va y avoir une discussion parmi les joueurs d'échecs. Alors pour ceux d'entre vous, pour celles d'entre vous qui savent jouer aux échecs et qui ont joué plus récemment que moi, il n'y a pas de discussion à avoir. Il paraît évident que c'est comme ci ou comme ça, mais justement, moi, il y a longtemps que je n'y ai plus joué et ça ne me paraît pas du tout évident. Il me semble que les deux interprétations peuvent se soutenir. Le mouvement de roc se fait en s'élevant au-dessus de l'échiquier, donc à aucun moment le roi ne s'expose à un échec lors du rock, ou vection, vection, vection adaptée un peu plus faible, le mouvement se fait bien sur l'échiquier, mais peu importe, parce que ce n'est pas l'adversaire de jouer, donc que le roi se mette un tout petit moment à l'échec n'est pas gênant. Le problème, c'est seulement quand il est un échec et que c'est au tour de l'adversaire de jouer. Donc des arguments pour dire oui, le roc est parfaitement possible alors que le roi passe. Tiens, je me rends compte que pendant que je parle, en fait, je pourrais essayer de regarder sur Wikipédia les règles pour le rock aux échecs pour savoir exactement ce qu'il en est. Rock, échec, règles, par exemple. Euh, Voyons voir. Euh, est-ce qu'il est-ce qu'il l'indique? Ni le roi ni la tour. Voilà, ben si, c'est indiqué. Donc la règle qui en fait me paraissait la plus raisonnable n'est pas celle qui est retenue, puisqu'en fait je vous avais donné deux explications qui me paraissaient raisonnables qu'en fait le roc ne soit pas interdit si le roi passe par une situation d'échec. Première explication possible, parce que en fait le mouvement du roc ne se fait pas sur l'échiquier, il se fait au-dessus de l'échiquier. Deuxième explication, même s'il se fait sur l'échiquier, c'est pendant que c'est au joueur qui est en train de roquer à de jouer qu'il se fait, et donc le joueur adverse n'a pas l'occasion de prendre le roi. Pourquoi le roi ne pourrait-il pas roquer? Et en fait, je vois donc en consultant Wikipédia, aucune des cases de départ, de passage
ou d'arrivée. Donc c'est le passage sur lequel j'insiste, départ et arrivée. Non, départ, ce n'est pas clair. On pourrait aussi imaginer que pour fuir un échec, le roi roque, ben, c'est interdit. Donc aucune des cases de départ, de passage ou d'arrivée par lesquelles transite le roi lors du roc ne doit être contrôlée par une pièce adverse. Ça renvoie à une note 5, oui, ça donne simplement les références dans les règles de la FIDE, mais il n'y a pas de détails historiques. Donc les gens d'entre vous, parmi vous, qui jouent régulièrement aux échecs, ça leur paraît évident que le roi ne peut pas, le roi et la tour ne peuvent pas roquer quand le roi passerait par une pièce contrôlée, par une case contrôlée par une pièce adverse. Mais imaginons, je répète, la situation où le cas se présente pour la première fois, et il y a vraisemblablement eu un moment où le cas s'est présenté pour la première fois, ben, il y a une discussion parmi la communauté des jeux d'échecs pour savoir si, dans ce cas-là, on a le droit de roquer ou non. C'est-à-dire qu'on a là une règle, le roi a la possibilité de roquer, le roi ne doit pas, on a plutôt deux éléments de la règle des échecs, deux sous-règles des échecs, tous les problèmes viennent en fait que dès qu'on a des jeux un peu subtils, vous avez des règles qui s'enchevêtrent et qui parfois peuvent poser problème quand elles se rencontrent. Et là, on ne peut pas dire ce qu'il en est, et c'est le consensus dans la communauté des joueurs d'échecs qui, au moment où le problème se présente pour la première fois, va déterminer comment on interprète la règle, comment on précise la règle. Donc maintenant, la règle est précisée. Aucune des cases de départ, de passage ou d'arrivée par lesquelles transite le roi lors du roc ne doit être contrôlée par une pièce adverse. Mais je suis persuadé que si on regardait un historique des règles des échecs, on pourrait peut-être, je ne sais pas, ça pourrait être un sujet de mémoire intéressant, mais je ne sais pas de mémoire de quoi, mémoire d'histoire, mémoire de philo, mémoire de sociologie. C'est quelque chose qui vaudrait vraiment la peine de regarder, mais ça ne rentre hélas, il me semble, dans aucune case universitaire. Regarder l'évolution des règles des jeux des échecs et voir, donc je suis persuadé qu'il y a un moment où ce n'était pas précisé ce point qu'aucune des cases de départ, de passage ou d'arrivée par lesquelles transite le roi lors du roc ne doit être contrôlée par une pièce adverse. On ne s'était pas posé la question et c'est simplement à partir du moment où on se pose la question qu'on se rend compte que là il y a une ambiguïté et que l'on est amené à préciser la règle. Donc, situation la plus vraisemblable, on a une communauté planétaire des joueurs d'échecs et la règle est tout de suite précisée d'une seule façon. Mais on peut, ça je crois bien que c'est évoqué dans le livre de Bouveresse, on peut imaginer la situation dans laquelle vous avez pour une raison quelconque, une séparation entre la communauté des joueurs d'échecs d'un pays et la communauté des joueurs d'échecs
d'un autre, séparation géographique ou hostilité nationaliste très forte, mais ça c'est peu vraisemblable du point de vue historique parce que les nationalismes c'est quelque chose de relativement récent, 18e siècle et le jeu d'échecs est quand même plus ancien que ça, mais c'est une expérience de pensée, ça n'a pas vraiment besoin d'être très réaliste. Donc on peut imaginer une situation dans laquelle la communauté des joueurs d'échecs, au lieu d'être unifiée, serait séparée en deux communautés de joueurs d'échecs et chacune des deux communautés pourrait faire un choix différent quant à la bonne façon d'autoriser et d'interdire le rock. Il y a des arguments pour celle qui a été retenue. Argument pour, le roi ne doit jamais se retrouver à l'échec, même fugitivement, donc aucune des cases de départ, de passage ou d'arrivée par lesquelles transite le roi lors du rock ne doit être contrôlée par une pièce adverse, ou, argument inverse, le bien, oui, mais en fait, le mouvement se fait au-dessus de l'échiquier, se fait à un moment où ce n'est pas à l'adversaire de jouer, donc ça ne tire pas à conséquence pour le roi de se retrouver dans une situation d'échec, et d'ailleurs il ne s'y retrouve pas vraiment, donc le rock peut avoir lieu. Et vous pouvez imaginer ainsi que vous avez deux communautés différentes de joueurs d'échecs, deux sous-communautés de la communauté des joueurs d'échecs, qui vont interpréter les règles générales, le rock et l'interdiction de ce... Je me rends compte que j'ai à nouveau malheureusement employé le terme interpréter alors que je devrais dire appliquer puisque c'est une question de pratique qu'il s'agit, qui vont appliquer donc les règles d'une manière différente et qui vont finalement avoir l'impression l'une comme l'autre, puisqu'il s'agit de communautés, que leur application de la règle est la bonne, que leur application de la règle est celle qui correspond bien véritablement à l'esprit des échecs. Et cet exemple de pensée là montre bien, me semble-t-il, que la façon d'appliquer la règle n'est pas quelque chose qui est déterminé par la règle transcendante elle-même, mais est déterminé par la communauté des gens qui appliquent cette règle. Alors vous pourriez objecter, oui, mais ce n'est là qu'une expérience de pensée dont j'ai reconnu moi-même quand je la faisais qu'elle n'était pas très réaliste. Donc, peut-on vraiment accorder du poids à une expérience de pensée qui n'est pas très réaliste? Alors en fait, il y a aussi, on pourrait donner, et je pense, même si ça m'éloigne un peu de Wittgenstein, puisque ça va m'amener à parler de Lakatosh, il y a des exemples mathématiques qui là sont tout à fait historiques sur des applications divergentes de la règle. Plus exactement, en l'occurrence, l'exemple de Lakatosh auquel je pense, c'est une question de démonstration d'un théorème, donc suivant des règles mathématiques, et puis de contre-exemples trouvés à ce théorème,
ce qui est un non-sens pour un mathématicien actuel. Quand un théorème est démontré, il ne peut pas avoir de contre-exemple. Et pourtant, Lakatos, dans Preuves et réfutations, étudie une circonstance historique dans laquelle un théorème ayant été démontré, on trouve après des objets mathématiques auxquels ce théorème serait censé s'appliquer et qui pourtant contredisent le théorème. Alors, d'où cela vient-il? Je préciserai peut-être un peu ça lors du prochain cours, donc lundi, après avoir fait des commentaires sur vos dissertations. C'est que en fait, il en est des théorèmes mathématiques, il en est des définitions mathématiques, comme il en est des règles des échecs, comme il en est de toute règle. La bonne application renvoyant à une pratique sociale peuvent toujours se présenter à un moment ou à un autre des situations imprévues dans laquelle des limites de la règle que l'on n'avait pas envisagées se présentent. Dans ce cas-là, il va falloir préciser la règle ou parfois, si un accord se fait très rapidement, on dira qu'on n'a pas besoin de la préciser parce que c'est évident qu'elle s'interprète comme ça, mais on aura besoin peut-être quand même d'écrire quelque part que, ça y est, j'ai encore employé le terme interpréter, c'est évident qu'elle s'applique comme ça, mais il y a donc, c'est ce que j'ai déjà dit, une indétermination fondamentale de la règle. Donc en fait, je ne sais pas si lors du prochain cours, je prendrai ou non l'exemple mathématique, parce que si je vous dis après mes commentaires sur les dissertations, je vais parler un peu de maths, je risque de ne plus voir personne en cours. Donc peut-être que je ne parlerai pas de maths, mais en revanche, j'insisterai quand même encore un peu sur cette indétermination fondamentale de la règle qui est liée à son caractère social. De la même façon que la signification d'un mot n'est en général rien d'autre que l'ensemble des usages de ce mot, la signification d'une règle n'est rien d'autre que l'ensemble des applications de cette règle dans des contextes divers. Or, peuvent se présenter des contextes dans lesquels on ne sait pas très bien comment appliquer la règle et à ce moment-là, on a un problème et il y a une délibération qui est nécessaire pour savoir comment appliquer la règle. Donc, la suite lundi, vraisemblablement seulement à partir de 17h, puisque j'imagine, mais je n'en suis pas sûr, que de 16h à 17h, je trouverai matière à faire des commentaires sur les dissertations. Bon, heureusement, je ne suis plus très loin de la fin. Donc d'ici à mardi 14h, j'arriverai à peu près à conclure. Voilà, merci de m'avoir suivi jusque-là, si vous m'avez suivi, et à lundi, j'espère.